premier soir, plus 30K. Et 5 jours plus tard, TF du 5 million event pour un peu plus de 100K. Si on a des upswings, on a forcément des downswings. Quand je jouais online, ABI 100, 150, j'avais swing 45K. Après, en live, j'ai swing plus que ça. Au poker, on alterne des phases où on a confiance en nous et des phases où on n'a pas confiance en nous. Aucun joueur n'a le droit de tilter pendant qu'il est dans la partie. Ça, c'est impossible. On voit des mecs qui vont perfer en live ou qui vont perfer online, et on va dire que ça va être des brutes, sauf qu'en fait, il y a au moins 50 ou 70% du résultat qui est dû au run, quoi. On est tous giga résultat orientés, je pense. Que nous, on n'essaie pas de vendre des paillettes, on n'essaie pas de dire ok, tu veux être pro, tu veux être machin. Je leur montre la dure réalité aussi du poker. Bienvenue dans ce nouveau podcast Poker Explorer, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du poker, les parcours, les choix, les hauts, les bas. Bref, ce qu'on ne voit pas forcément à table. Et aujourd'hui, je reçois un invité qu'on ne présente plus dans le milieu du poker. Il est joueur pro, coach, commentateur. Il porte 3 casquettes en même temps. J'ai nommé Monsieur Flavien Guénan. Hello, comment tu vas ? Ça va et toi ? Écoute, ça va. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Ouais, écoute, l'époque où on se connaissait, tu étais encore du bon côté de la force, tu étais un joueur de tournoi. Exactement. Et depuis, des choses se sont passées malheureusement, mais bon, ça arrive à d'autres. Ouais, et c'est un plaisir de t'accueillir. Comme je disais dans l'introduction, tu as une triple casquette. Mm-hmm. Comment tu te caractérises ? Comment tu te définis toi-même ? Mon job, on commence par ça, parce que la réalité, c'est que tu m'as défini comme joueur pro de poker, mais vu que je gagne quand même pas mal d'argent au poker, je suis obligé de dire ça. Même fiscalement, d'une certaine manière, je suis obligé de dire ça. En termes d'activité, en termes de temps passé, c'est pas du tout quelque chose qui me prend énormément de temps jouer au poker à l'heure actuelle. Moi, je joue durant les séries, je joue quand il y a je joue des grosses séries de live comme ça, je joue les dimanches, et ça s'arrête là. Donc en termes de volume, je suis bien en deçà des joueurs qui sont vraiment pros et qui sont investis à fond. Bon, pour la simple et bonne raison que j'ai bientôt 35 ans et j'ai passé la moitié de ma vie à jouer au poker. Ça fait 17 ans que je joue au poker. Donc j'ai plus la même flamme de jouer tout le temps. Donc je me considère même pas réellement comme un joueur pro. C'est-à-dire que je pense avoir un très bon niveau de jeu, mais je suis loin des top regs qui vont jouer tout le temps. Par contre, les 2 autres casquettes, on va dire commentateur, ça c'est plus à l'occasion, mais on va dire faire des vidéos, c'est de la même trempe en réalité. Ce qui me demande le plus de temps, je sais pas, je bosse à peu près 60 heures semaine, tu vois, et on va dire que 50 heures, c'est étudier le jeu et créer des systèmes pour permettre aux gens de progresser, pour apprendre aux gens à jouer. Donc, ça demande énormément de temps, parce que non seulement il faut comprendre la théorie, qui est imbitable, mais en plus, il faut réussir à créer des systèmes qui sont compréhensibles par les gens. Donc, si je dois dire, mon métier aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plutôt de créer des systèmes de compréhension que je vais donner à des gens pour progresser. Et on va dire, même à l'époque où j'étais pro, je faisais déjà beaucoup de coaching. Je pense qu'on reviendra dessus de toute façon. Mais aujourd'hui, on va dire, c'est ça mon activité principale, entre guillemets. Ouais, j'avais envie que tu me dises comment tu te caractérisais, parce que c'est vrai que pour le monde extérieur, on ne sait pas si tu te caractérises plus comme joueur ou si plus comme coach avec la casquette. Là, on comprend que c'est beaucoup plus comme coach. Franchement, je suis assez face-up là-dessus. Ouais, c'est-à-dire que je le dis à tout le monde. J'ai pas... Tu sais, moi, j'adore ce jeu. Je trouve que ce jeu est génial. Je kiffe jouer du live. Mais je kiffe par-dessus tout étudier ce jeu. Okay. Et j'ai plus vraiment la flamme de me mettre devant mon PC et de jouer online encore et encore. Donc je me considère plus vraiment comme pro, même si par la force des choses, les gains avec les années, même encore récentes, pas que cette année, parce que là on parlera forcément d'actu récente où j'ai chaté, mais même au-delà des années précédentes, je gagnais déjà. Donc on est obligé de dire ça. Mais non, mon activité, c'est, on va dire, surtout coach. Mais coach, c'est un peu global, parce que coach, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire juste tu donnes des cours à des gens et tout. Les 3/4 du temps que je passe dans un métier de coach, entre guillemets, c'est pas donner des cours. C'est à étudier le jeu et à créer des systèmes que je vais donner aux gens. Méthode voilà, exactement. Et partager ça. Avant qu'on attaque, je voulais revenir sur ton pseudo. Il faut savoir qu'avec Flavien, on se connaît depuis à peu près 15 ans. Tu as même été un de mes premiers coachs, comme tu disais, quand je jouais en MTT. Et moi, je t'ai connu à l'époque, c'était Gérard Mand du jeu. Ouais. Aujourd'hui, c'est La Bamboche. Pourquoi ce changement ? Il y en a eu 12, une bonne quinzaine de pseudos depuis. C'est sûr. Gérard Mand du jeu, c'était la bonne vieille époque, mais il y avait déjà du .com dans ce pseudo-là. Ouais. Et ensuite, il y a eu l'ouverture du marché en .fr et c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, au début du .fr. Donc, je portais déjà plus Gérard Mand du jeu, je crois, à ce moment-là. Il avait déjà un petit peu disparu, tu vois. Mais tu étais un peu connu comme ça. Ouais, mais j'étais connu sous ce pseudo-là, effectivement. Et donc, ouais, je sais pas, j'ai eu une bonne trentaine de pseudos au moins depuis.
Et la bamboche, le dernier, bon, bah, c'est célèbre référence à. C'était un préfet et ensuite ça avait été repris par Jean Castex qui avait dit c'est fini la bamboche maintenant. Il avait dit c'est fini la bamboche maintenant on retourne au travail. Bon, ce qui était un petit peu ridicule. Et du coup j'ai repris mon avatar c'est Jean Castex avec un petit chapeau de fêtard. Ok. Voilà. À compter de 15 jours, c'était lui là. Exactement. À compter. Ouais. Okay. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours pour les gens qui auraient le malheur de ne pas te connaître? Ouais. Ben, je pense que la question est intéressante parce qu'en fait, il y a des gens qui me connaissent depuis 5-6 ans, pour qui je suis pas un joueur de poker en fait. Je suis un coach et je fais des vidéos YouTube. Je suis un YouTuber. Et il y a des gens pour qui je suis un joueur de poker qui me connaissent depuis 18 ans ou 17 ans. Donc il y a deux facettes différentes. Heureusement, ceux qui me connaissent que depuis 6 ans, vu que j'ai chaté récemment, ça y est, je suis enfin un joueur de poker à leur jeu. Exactement, je voulais même t'en parler de ça parce que justement, le fait que peut-être qu'ils te connaissaient récemment, ils te voyaient faire des vidéos, mais pas forcément des perfs significatives online, ils pouvaient se dire mais quelle est sa crédibilité à parler alors qu'il fait pas de perf. Bon là, je crois que tu as mis tout le monde d'accord depuis le début de l'année. Mais c'est vrai que au-delà de l'intérêt financier d'avoir eu la perf, c'était ça. Bon, alors du coup, je le refais dans l'ordre. Ouais. Donc j'ai commencé à jouer à 18 ans, donc je jouais le .com. J'avais fait des résultats sur winamax.com, ps.com. J'ai connu une époque où Winamax, il n'y avait pas d'anté. Je sais pas si toi tu l'as connu cette époque-là, mais semble, c'était genre 1 an avant le début du .fr, ou juste avant le .fr. En fait, il n'y avait pas d'anté sur Winamax. Bon, bref. Switch vers le .fr. Bon là, c'était un peu l'Eldorado. Il suffisait de savoir continuation bet et de value bet pour gagner. En 3 bêtes et tout. En 3 bêtes et tout, exactement. Et c'était assez marrant. Je joue pendant quelques années. Je joue tout le circuit. Je pense que je suis très chanceux online au global. En .fr, j'avais gagné tous les tournois qui existaient en gros sur les rooms. Par contre, en live, ça se passait pas bien. Je voyais les gens autour de moi qui gagnaient des tonnes d'argent. Je pense par exemple Hugo Pingré, on fait premier Vegas, il gagne Monster Stack. Alban Juenne, que je coachais, je stackais, qui ship de ouf en live à ce moment-là. Et tous les gens autour de moi qui gagnaient en live, je les voyais et j'étais là, j'ai au moins leur niveau. Parce que même si je suis très humble sur mon niveau aujourd'hui, à l'époque, je pensais que j'étais vraiment très fort et même devant la plupart des autres règles, quoi. Et je gagnais pas en live, quoi. Enfin, je gagnais pas en live. T'as été sponsorisé, Flo Flav? Ouais, Eurosport Bet. En fait, j'avais gagné un truc qui s'appelait la Team Pro Factory. Ouais. Un truc, tu gagnais un contrat online en jouant des tournois, machin, tu gagnais. Et t'étais dans cette espèce de Team Pro là. Et si jamais tu faisais des perfs, tu restais dans la team. Et vu que je faisais plein de perfs, je restais dans la team. Ouais. Alors, je faisais plein de perfs sur des tournois mineurs, on va dire, en live français, parce que j'avais quand même fait pas mal de TF. Je prenais 10-20K sur des tournois en live. Mais il n'y avait pas eu cette perf significative qui faisait que je prenais plus de 100K sur des tournois en live. J'avais fait genre pas mal de demi-finales, des choses comme ça. Donc, il y avait ce côté à la fois, j'étais assez chanceux, je pense, dans la vie et online. Et en live, genre, je faisais que me faire ouvrir, notamment WSOP. Ça n'a pas changé pour le coup. Et à un moment... Voilà. Et à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas envie de courir après cette chimère du tournoi live toute ma vie. Je pense que toi aussi, t'as eu un peu ce truc-là à un moment donné. Et j'ai fait, tu sais quoi, j'ai plus envie de jouer en live. Vu que j'ai plus de motivation à jouer online, je vais juste faire autre chose. Et je me suis barré en France. Je suis retourné en France. J'ai repris des études. Ouais, tout simplement. Et c'est un truc, j'en ai parlé hier avec Loïc. C'était quand t'es pro, c'est dur de sortir de ce monde-là parce que tu te dis, OK, mais c'est quoi mes qualifications? C'est quoi mes diplômes? J'ai pas travaillé pendant X années. Et moi, je m'étais dit, si t'as une porte de sortie parce que t'en as marre, tu la prendras tout de suite. T'attendras pas. Parce que j'ai vu trop de gens dans le milieu du poker qui, en fait, étaient commit. Et en fait, j'ai pas envie d'arrêter de jouer parce que c'est vrai que j'ai quand même un petit confort de vie, j'ai ceci, cela. Première sortie, ils la prennent pas. Deuxième sortie, ils la prennent pas. Troisième sortie, ils se disent, ouais, mais maintenant, ça fait 10 ans que je suis pro, c'est trop tard. Et voilà. Moi, je m'étais dit, première sortie, je la prends. Et je l'ai pris. Je l'ai prise. Au final, je l'ai prise qu'à moitié. Mais voilà, du coup, j'ai quitté à ce moment-là, quoi. C'est ce que je voulais te dire, parce que justement, t'as été faire autre chose. C'était des études. T'as même eu pour être magistrat, c'est ça? Alors, j'ai fini mes 5 années de droit et je devais commencer à passer des concours. Et au moment où alors, ce qui se passe, c'est que j'arrête de jouer professionnellement, on va dire, ou plutôt, on va dire, j'arrête de jouer à plein temps au poker. Je reprends des études. Alors, j'avais déjà des diplômes, hein, bien sûr. Et là, je reprends des études de droit. À ce moment-là, je rencontre des gens de Kill Tilt, donc Peanut, Chichi et toute la clique. Il n'y a pas encore Sylvain Lousselet à ce moment-là. Et Kill Tilt commence un peu à exploser à ce moment-là. Quelle année, là? C'est avant le Covid, juste avant? Non, c'est 3 ans avant le Covid. Okay. Donc, on va dire que c'est en 2017. Okay. Et Kill Tilt commence pas mal à exploser. Et Peanuts me dit, tiens, vu que
ça marche très bien, mais maintenant on veut faire une masterclass. Ce qui était quand même un changement de cap pour Kill Tilt parce que c'était que du contenu gratuit sur YouTube. Il dit maintenant on veut faire une masterclass. Et je lui dis mais moi j'ai pas le. Alors je sais pas si j'ai la. Je lui dis j'ai coaché beaucoup de gens, mais vu que ça fait 2-3 années que je joue plus, peut-être que mon image s'est détériorée, donc peut-être que c'est pas une si bonne idée que ça. Il me dit si, tu l'as toujours la notoriété, t'embête pas et tout, fais-la. Je dis non, moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, là je suis dans mes études. J'étais extrêmement investi en plus parce que je m'étais dit j'ai pas le droit de me rater. Et ça demande quand même beaucoup de temps. Hein. C'est pas médecine ou prépa, mais droit ça demande quand même beaucoup de temps. Et je lui dis je peux pas. Et donc il me dit tiens, est-ce que t'aurais pas quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un et tout. Et bon on se connaissait un peu avec Sylvain et du coup je les ai mis en contact. Et au final Sylvain ça a fit parfaitement. Il a fait la masterclass, elle est très bien. On est en train de la refaire d'ailleurs, on reviendra dessus plus tard peut-être. Et donc Kill Tilt à ce moment-là fait sa masterclass, mais moi je suis un peu en dehors de ce biz là, tu vois. Je termine mes études de droit et il y a une nouvelle idée qui émerge pour Kill Tilt, c'est de faire un truc qu'on appelle le challenge. C'est-à-dire les gens, c'est un système de promotion comme à la fac. C'est qu'en début d'année les gens s'inscrivent et ils ont pendant toute l'année 2 vidéos par semaine et un Discord dans lequel ils posent leurs questions, leurs achats et on leur répond, Chichi, Sylvain et moi. Et il dit tiens, j'aimerais bien que pendant une année tu bloques et que tu bloques ton année et que tu fasses ça. Parce qu'il me dit, même si Chichi est un très bon joueur de poker, il est pédagogue, c'est un joueur de cash game, à la base. Sylvain, c'est un excellentissime joueur de poker, mais c'est pas le pédagogue de Kill Tilt. Il me dit, donc, on a besoin que ce soit toi qui sois là. Je dis, ok, pas de souci, je bloque une année. On le fait. On explose ce qu'on pensait en termes de vente. Donc, ça fonctionne excessivement bien. Et du coup, je lui dis, ok, on va continuer à faire ça pendant quelques années, on verra ce qui se passe. Du coup, j'ai j'ai pas passé de concours, mais j'ai terminé il y a peut-être 3 ans à peine. Hein. C'était assez récent finalement, mes études de droit. Et à l'heure actuelle, mon quotidien, c'est étudier le jeu, donner des cours, faire des vidéos, faire des shorts, faire des vidéos pour le challenge, la masterclass, jouer au poker. Jouer un petit peu au poker. Ouais, mais c'est bien de le dire après parce que la réalité, c'est que même si tu joues un jour par semaine, un jour et demi par semaine, c'est beaucoup moins que tout le reste. C'est que même si c'est 15 heures dans la semaine, parce que c'est 15 heures jouer une session et demie quasiment, c'est beaucoup moins que le reste en réalité. Et voilà comment ça s'est passé chronologiquement. Ok. Voilà. Non, c'est cool de revenir là-dessus. Et en plus, c'est très très dur de faire ce que tu fais, d'être de faire du contenu et de jouer à côté. Les joueurs de poker, la plupart, ils font que jouer au poker. Donc, c'est quand même dur de multiplier ces casquettes-là. Déjà, être pédagogue et être bon joueur de poker, en général, c'est rare parce que les bons joueurs de poker, ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils font. Ouais. Ou alors, ils ont des difficultés à bien s'exprimer, on va dire, ou manque d'empathie parfois même chez pas mal de joueurs. Donc c'est vrai que c'est rare qu'il y ait les deux côtés. C'est vraiment le maître mot qui revient, j'ai l'impression, quand les gens parlent de toi, c'est la pédagogie. La pédagogie, vraiment. Ça fait longtemps que je coach. Hein. Ouais. Ça fait tellement longtemps. Je te dis, moi, mon premier coach de MTT, je pense pas dire de bêtises et je pense que c'était toi, quoi, tu vois. Et voilà, je me souviens parce que justement c'était bien et que c'était et à l'époque, en plus c'était pas comme maintenant, c'était plus, tu vois, on discutait, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus structuré, il y a plus de méthodes comme tu disais et justement. Je me souviens que moi j'avais un certain nombre de méthodes, mais on n'utilisait pas vraiment de solver. Alors on a utilisé HRC très tôt, mais c'était du coup pour du pré-flop. Ouais. Mais même à l'époque où il n'y avait pas de solver, on bossait avec Clément Tumi à l'époque au tout début et genre on prenait un tableur, un Excel. On était là, ok, je suis cut-off, j'ai 11 blindes, j'ai valet 8 suited. Si je chauffe, je suis payé par tel range, j'ai tel pourcentage d'équité, tant de pourcentage du temps il fold. Tac, tac, tac. Est-ce que ça gagne de l'argent? Et on faisait les maths pour chaque spot d'open shove et tout, tu vois. Donc, dans un tableur et tout. Donc, ça prenait du temps de ouf. Donc, il y avait des méthodos, mais c'était pas du tout la même chose, quoi. Clairement. Donc, on va revenir un petit peu sur ton début d'année. Tu as explosé les compteurs. J'en ai peut-être oublié, hein, mais victoire sur le Marathon Championship KO, 250 € pour 30 000 €. Tu as enchaîné plus de 115 000 € de victoire, enfin de gains en janvier sur les Winamax Series et plus de 111 000 € en avril, en terminant 2e du 3 millions event Space KO. Ça montre une régularité hors norme. Comment tu arrives à maintenir ce niveau après toutes ces années ? Alors, régularité, je sais pas si c'est le terme, parce qu'en réalité, il y a que 400 tournois. Donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça régularité. C'est plutôt un pic de forme incroyable, assez absurde même. T'as récupéré un peu de V. Ouais. Est-ce que tu penses pas que la vie me doit encore un peu de V en live ? Certainement. Mais bon, certainement. Après, faut se contenter de ce qu'on a. En live, c'est au poker, ouais. faut se contenter de ce qu'on a, parce que sinon, tu seras toujours frustré, quoi. C'est clair. Et en janvier, en gros, l'histoire est marrante, c'est que je joue régulièrement,
Mais j'ai quasiment jamais de moment où je joue à fond pendant 2 semaines. Genre, j'ai trop de taf à côté, la vie chez moi, tout ça. Genre, je me lève le matin, je peux pas jouer tous les soirs jusqu'à 4h du mat et tout. Donc, en janvier, il y a un petit creux dans le planning et je dis à tout le monde, ok, je dis à ma compagne, je dis à tout le monde autour de moi, je suis pas dispo pendant 2 semaines. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Je vais jouer tous les soirs pendant les Winamax Series. Et le truc, c'est que moi, quand je joue, mon but, c'est pas d'essayer de gagner de l'argent. Je sais que ça fait bizarre de dire ça. Évidemment que tu essayes de gagner de l'argent quand tu joues. Mais ma motivation première, si je lance une session de poker, c'est de me dire, si j'ai un deep run, je vais pouvoir l'utiliser pour kill tilt. C'est vraiment ça l'idée première quand je lance un tournoi à l'heure actuelle. Et là, je me dis, ok, je vais faire un truc assez transparent. En plus, j'essaye de pas mal développer mes réseaux et notamment Insta à ce moment-là. Je me dis, pendant 1 semaine, je vais faire des débriefs tous les jours sur Insta, ma session, voilà ce qui s'est passé. Et je titre, avant les séries, je leur dis, comme ça, vous allez voir ce que c'est vraiment les séries et ce que c'est de perdre durant les séries. Puisque c'est la norme de perdre durant les séries. Tu vas plus souvent perdre que gagner, mais quand tu gagnes beaucoup. Et je leur dis ça. Premier soir, plus 30K. Et là, ça va être dur de leur vendre le fait qu'on perde durant les séries. Ouais. Parce que premier soir, je prends 30K. Le wine for win. Mais c'est même pas un wine, parce que je l'aurais pas. Je me suis pas plaint. Ouais. Je leur ai juste dit. Tu sais, j'aime bien dépeindre quand même ce que c'est réellement le poker, c'est-à-dire qu'il y a des phases négatives et il faut pas vendre que du rêve non plus. Donc leur montrer que les séries, on voit les gros gagnants, on voit les gens qui gagnent beaucoup, mais il y a aussi pas mal de gens qui vont perdre ou break even ou beaucoup jouer et ça fait partie du jeu et je voulais aussi leur montrer ça. C'est souvent ce qui serait arrivé en réalité. Clairement. Et premier soir plus 30K. 4 jours plus tard, je fais runner-up d'un 10 € des séries pour 8000 joueurs avec 8000 joueurs, donc rebelote quasiment double titre. Et 5 jours plus tard, TF du 5 million event pour un peu plus de 100K. Donc là, et je finis premier du coup du leaderboard des séries. Okay. Donc t'as gagné quoi? Des copecs, rien du tout. C'est vrai? Il y a rien. Wow. Ouais, y a rien. Incroyable. C'est fou. À notre époque, ça fait un peu réactif ça. À notre époque, il y avait des trucs à la gagne. C'est boomer. Il y avait des trucs à la gagne du leaderboard. Ouais. Mais non. Et ouais, on arrive. Je joue relativement peu jusqu'aux séries suivantes. Je joue les dimanches, grosso modo. Et on arrive aux séries suivantes que je joue beaucoup moins parce que j'ai moins de temps disponible. Je bosse beaucoup en prépa pour Vegas à ce moment-là. On commence à refaire la masterclass avec Kill Tilt. Et même, il y avait le WIPT Aix-en-Provence que je commentais à ce moment-là. Et ça termine le lundi, le WIPT. Les Winamax Series ont commencé le dimanche. Donc, je rate même le début des séries. Bon, je joue vraiment vite fait, tu vois. Je joue à peine 2 fois le 125 des Million Event et je le qualifie. Le 3 Million Event. Et back-to-back jour 3, back-to-back table finale. T'avais fait combien la première fois? 5e. Ok. Mais il était beaucoup plus gros le premier. Ouais, incroyable. Le premier avait 280 000 à la gagne quasiment et je fais 5e. C'est rare ça, back-to-back. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs. Je crois pas que ce soit arrivé. Enfin, je pense pas que ce soit arrivé. Déjà, t'essayes d'estimer, c'est quoi 30 000 joueurs à peu près en moyenne. Si t'es 2 fois meilleur que la moyenne, si t'es 2 fois meilleur, bon, admettons, tu fais TF une fois sur combien? Bon, hier, on avait estimé que t'avais une chance sur 200 de faire TF et donc back-to-back, ça fait 400 000. Une chance sur 400 000. Ah ouais, incroyable. C'est absurde, hein? À une époque, j'avais l'impression que le coaching, ça prenait plus de place que le grind en lui-même. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'inverse? Bon, tu as déjà en partie répondu à cette question, mais comment tu gères tes différentes casquettes entre coach et joueur? Bah, elle est très simple, c'est que j'ai pas besoin des revenus de poker pour vivre, donc ça veut dire que je me force jamais de jouer. Enfin, même quand j'étais pro, je me forçais jamais à jouer de toute façon. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Donc, si j'avais pas envie, j'avais pas de motive, je jouais pas. Et des fois, t'as de la motive. Et par contre, quand t'as de la motive, là, faut jouer à fond. Des fois, quand j'ai un pic de motivation, je dis, OK, j'aménage mon emploi du temps. Je dis aux gens, finalement, bah là, j'ai pas trop de temps et je fais que jouer. Pour moi, c'est pareil qu'on soit pro ou pas pro, d'ailleurs. Faut le faire comme ça parce que quand tu commences à te forcer à jouer, c'est une catastrophe. Imaginons, tu joues, on raisonne beaucoup en retour sur investissement, du coup, en ROI, quand tu joues en tournoi. Imagine, tu as un ROI de 15% et tu joues et tu cravaches avec 15%. Et à un moment où tu joues mal et tu vas jouer avec moins 50% de ROI, ça va te manger les 3 sessions précédentes, quoi. Donc, c'est très, très, très grave de mal jouer, d'avoir une session où tu joues mal. Ça tue beaucoup de joueurs, hein, je pense. Donc, il faut absolument pas jouer quand t'as pas envie de jouer. Enfin, moi, en tout cas, je me force jamais à jouer. Et là, c'est plus facile puisque j'en ai pas de besoin, en fait, de jouer. Donc, je joue que quand j'ai envie. Et des fois, je dis à ma compagne, bah, je vais sans doute jouer ce jour-là et ce jour-là. Si le jour même, on a fait des trucs, je suis fatigué, je dis, je joue pas, c'est pas grave. Okay. Donc, franchement, c'est mes obligations à moi, c'est ce que j'ai avec Kill Tilt et mes coachings. Tous les prépas autour, ces choses-là. Et le reste, c'est accessoire selon le temps et l'envie. Ok. Comment tu progresses aujourd'hui? C'est quoi tes routines, tes méthodes d'étude du jeu? Bah déjà, j'ai une chance énorme, c'est que on me paye pour que je progresse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me payent pour que je les coach. Et quand je coach quelqu'un, je progresse automatiquement parce que je réétudie des choses que je connais déjà, mais du coup, qui s'ancrent dans ma tête un peu plus.
je vais voir des nœuds, des petits machins que j'avais pas forcément intuitivement, que j'étais pas forcément allé voir, ou la personne me fait une remarque que moi-même je m'étais pas dit tiens mais c'est vrai ce truc-là et du coup on va vérifier. Des fois on me pose une question, je lui dis je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est ça mais je suis pas du tout sûr, allons vérifier. Ça arrive assez fréquemment. Donc le coaching, ça fait beaucoup progresser. Automatiquement, si tu coaches quelqu'un, tu parles aussi avec quelqu'un et donc parler avec des joueurs, ça fait progresser. Et un truc qui est beaucoup sous-estimé aussi, je pense, c'est parler avec des joueurs qui sont même moins forts que toi. Ça fait énormément progresser parce que quand tu joues contre quelqu'un et que tu tentes de l'exploiter, c'est un joueur qui est moins fort que toi. Je pense par définition, sinon tu t'es trompé de game, quoi. Et comment tu vas exploiter ce joueur-là en sachant comment il pense. Donc parler avec des joueurs qui sont moins forts que soi, c'est vraiment une des meilleures manières de progresser. C'est pour ça que le coaching, c'est un des trucs qui permet le plus de progresser, qui m'a fait le plus progresser perso. D'ailleurs, je me demande pourquoi on n'a pas interviewé tu vois, des récréas qu'on les a mis, on les prend, on les prend, on prend 10 mecs et on dit voilà, qu'est-ce que tu penses sur ce spot-là. Je crois que c'est David D qui a parlé quand même beaucoup à des récréatifs, sauf erreur. Mais je suis d'accord avec toi, parler à des mecs moins forts, ça peut faire progresser. Je pense qu'il y en a, ils l'ont fait, mais de manière illégale. C'est-à-dire qu'ils ont analysé les données de certains de vos joueurs. Ils leur ont dit, vas-y, envoyez-moi vos centaines de mains, milliers de mains, des choses comme ça. Je pense qu'il y en a, ils font ça online. Mais je suis plus attaché au fait de discuter avec la personne et de voir son raisonnement pour ensuite le battre, quoi. Ouais, même à table, c'est assez smart. Tu vois, moi, je compare au cash game. Tu vois, à table, ok, pourquoi tu joues comme ça ? Juste en étant curieux, tu peux réussir à déceler pas mal de fonctionnements chez ton adversaire. Puis c'est pas désagréable pour la personne en face, parce sûr. que du coup, ça crée de l'interaction, des choses qui font que la personne passe un bon moment. Oui. Moi, quand je suis avec des joueurs amateurs, j'adore montrer mes mains, j'adore donner mes mains, raconter mes raisonnements, même donner des conseils s'il faut, machin. Parce que automatiquement, déjà, la personne est contente. Et puis en plus, il va y avoir un retour qui va m'être aussi utile. Peut-être pas forcément que pour essayer de battre cette personne, juste au global. Ok. Est-ce que ton approche du jeu, elle a évolué ces dernières années ? Oui, forcément. Après, tu sais, j'ai reçu des messages en mode... tu sais, j'ai fait les vidéos sur le 5 million event et le 3 million event. J'ai fait des vidéos d'analyse sur YouTube. Et il y a des commentaires en mode c'est vrai que les vidéos que tu faisais il y a 2-3 ans, Flavien, ou l'année dernière, je sentais que tu n'étais pas ouf, que tu commençais à te dépasser. Mais là, quand je vois la vidéo que tu fais ici, maintenant, je vois que tu t'es bien rattrapé à ton niveau. Il y avait des commentaires comme ça. C'est tellement délu et c'est tellement héros de penser, enfin, c'est tellement résultat orienté de penser comme ça. Parce que la réalité, c'est peut-être que je suis dans un bon mood qui a fait que j'ai perfait en janvier et en avril. Mais mon niveau, fondamentalement, l'année dernière par rapport à cette année, il a augmenté. Et automatiquement, je peux pas dire qu'il stagne, sinon ce serait une autre chose. Mais il est pas fondamentalement différent. Il y a des petits changements, mais c'est tout, quoi. Et c'est juste hyper résultat orienté. Cette paire, j'aurais pu la faire il y a 6 mois, j'aurais pu faire il y a 1 an, j'aurais pu faire il y a 8 ans, enfin, peu importe en soi, tu vois. Donc c'est hyper héros vraiment de se dire que c'est lié au résultat en soi. Maintenant, je pense que j'ai forcément progressé. Je le visualise. J'étais pas là à Vegas l'année dernière, j'étais là il y a 2 ans et j'essaie de comparer certaines lines que j'avais fait sans faire exprès. Je m'en suis rendu compte, c'est que tu vois, dans mon téléphone, je note tous les spots qui me posent un petit souci. J'en note 40 par jour. Enfin, pas qui me posent souci, mais genre en mode c'était ça le bottom d'open ici. Est-ce que c'était ça le bottom de shove? J'ai utilisé tel size sur ce flop machin. Tu sais, je note tout. Et j'ai remarqué que j'avais encore la note d'il y a 2 ans, de mon Vegas il y a 2 ans, et je regarde les mains et je fais, putain, ça, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça, tu vois. Donc forcément, il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, si on va sur un prisme plus concret, je pense que même si tu augmentes de 20% ton niveau de jeu, à Vegas, je suis pas sûr que c'est un impact majeur. C'est pas ça que tu utilises pour gagner ce genre de tournoi, quoi. Justement, tu parles de Vegas. Sur le circuit là, quelles sont tes ambitions ? Et est-ce que tu as des objectifs, des festivals que tu prépares spécifiquement ? Là, on est en ce moment même, on va dire, à mi-parcours tes WSOP. Je crois que tu es venu avec une enveloppe de $50 000, si je ne me trompe pas. Mais moi, je ne suis pas à la moitié, malheureusement, de mes WSOP. Je suis quasiment sur la fin, là. Ok. En fait, j'ai le mariage d'un très bon ami dans 10 jours à peine. Donc, il n'y aura pas de main event Non, okay. Je rentre dans 4 jours à peine. 5 jours, je crois. Ok. Ouais. Wow. Donc, c'est bientôt terminé. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je suis là. Okay. Je suis là depuis le tout début. Donc là, c'est bientôt la fin pour moi. Donc, j'ai déjà cramé une bonne partie de cette enveloppe. Pour ce qui est du circuit live, si je reviens sur le début de la question, franchement, il n'y a pas spécialement d'ambition au changement. Déjà parce que ça change. Enfin, j'ai gagné des grosses sommes, mais ça ne change pas fondamentalement ma rôle et les tournois que je peux jouer. C'est-à-dire que je pouvais déjà jouer de bons tournois avant, donc ça, évidemment que je suis plus à l'aise, je suis plus tranquille, je suis peut-être plus en confiance à la limite, mais ça ne change pas ça. Et j'avais pas envie de jouer le circuit il y a 1 an, il y a 2 ans,
Pas parce que je me dis c'était pas EV+, mais parce que j'avais pas le temps. Je bosse vraiment beaucoup. J'ai déjà suffisamment de temps et j'ai pas envie de rajouter. En fait, j'ai pas envie de me retirer des tâches pour me rajouter des tâches où je joue au poker, entre guillemets. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Les circuits, les tournois en live, bon, bah, c'est kiffant, mais pas tous. Genre, j'en ai déjà suffisamment. Je me déplace quand même très souvent hors de chez moi et j'essaye déjà de limiter ça. C'est-à-dire que je commente les tournois à Winamax, il y en a 3 par an. Donc, ça fait 3 semaines bloquées dans l'année. Si tu mets les doubles SOP, ça fait 3-4 semaines en plus. Il y a les Kilted Poker Series qu'on organise, qui sont des tournois très modérés en buy-in, mais nous, c'est aussi une manière de se montrer, etc., auprès des gens qui adorent Kill Tilt. Donc là, tu es présent à chaque fois. Ah, exactement. Okay. Et il y a 3 festivals par an. C'est pareil, c'est une semaine. Bah, tu es déjà à une bonne douzaine de semaines qui sont prises dans l'année. C'est dur de faire plus. Et on rajoute à ça que les circuits qui me donnent vraiment envie, c'est pas forcément d'aller jouer des circuits en France. Aller jouer un petit... un FPO, un TSO, pourquoi pas, ça donne bien envie, même si financièrement ça fait beaucoup de frais, j'imagine, pour un tournoi comme ça. Mais ce serait de jouer un EPT. Mais la réalité, c'est que les EPT, ça me fait pas spécialement vibrer. J'en ai déjà joué au moins 15, je pense, dans ma vie. Ça me donne pas plus envie que ça. Voilà. Okay. Peut-être qu'à Paris l'année prochaine, mais c'est tout, quoi. Okay. Donc pas de changement, franchement, en termes de circuit. Honnêtement, ma vie n'a pas du tout changé entre avant et après mes perfs. Là, ça change pas grand-chose. Je pense que la seule chose qui change réellement, la chose majeure, c'est le regard des gens. Ouais, je suis OK. Je suis OK avec ça. Par rapport au grind online, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le live ? Dans les différences qu'a le live par rapport au online ? Ouais. Bah déjà, il y a un côté challengeant parce que j'ai gagné presque tout ce qui peut exister online, en tout cas sur les rooms françaises du moins, alors qu'en live, c'est pas le cas. Donc, il y a un côté challenge de choses que je n'ai pas accompli. Il y a un côté très humain aussi dans le poker en live, très empathique. Tu sais, moi, je suis très attaché à ce truc parce que j'ai une image de joueur technique, j'ai étudié le jeu, tout ça. Mais moi, le truc qui me fait kiffer, c'est de savoir à quel moment le mec en a marre, à quel moment, au contraire, il en a pas marre, à quel moment tu vas bluffer quelqu'un, à quel moment tu vas abuser d'un spot, à quel moment, au contraire, tu vas pas. Tu vois, c'est vraiment cette gestion des dynamiques, des flows, des émotions. C'est ça qui me plaît le plus dans le poker. Et qui caractérise en plus mon jeu plus qu'autre chose. Donc, c'est particulièrement adapté au live. Et puis, t'as juste tellement plus d'éléments, c'est plus challengeant. En gros, pour moi, le poker, t'as 2 choses. Soit tu joues contre des gens qui sont pas bons du tout, et c'est très simple. Contrairement à ce que disent les gens, c'est impossible de battre les micro-limites, gna gna gna. Bon, ça, oust. C'est facile de battre des mauvais joueurs, mais c'est pas du tout challengeant. Pas du tout, c'est pas dur. Et t'as pas besoin d'utiliser ton cerveau, en fait. Donc, t'as juste besoin d'être rigoureux. Par contre, si tu commences à jouer des games plus intéressantes, c'est plus dur, mais c'est challengeant. Bah, quand tu joues du live, ok, le niveau est pas forcément énorme, mais c'est challengeant parce que chaque spot est nouveau. Tu dois toujours réfléchir. T'as des manières d'exploiter, de battre les gens qui sont très différentes. Donc, c'est hyper... je sais pas, c'est stimulant intellectuellement. Voilà. Ça va être quoi, du coup, tes adaptations en live par rapport au online, notamment à Vegas, ici où il y a des profils quand même assez particuliers? Alors, je vais te donner des adaptations et qu'il faudra prendre avec des pincettes parce que je me fais déchirer. Donc, peut-être qu'elles sont pas bonnes. Mais je pense qu'elles le sont malgré tout. Tu dois automatiquement changer les petites notions de sizing. Est-ce que tu as bet 30, 25, 38 ? On n'a rien à péter. Je suis OK. La seule différence, c'est s'il y a un reg dans le coup, ça peut changer, donc tu essayes de faire gaffe. Mais tu vas modifier toutes tes lines pour essayer de jouer contre le fiche. Tout le temps. Je sais que c'est déjà un truc online, forcément. Mais je sais pas, un joueur raise sur la blinde d'un fiche, tu le soupçonnes de raise plus loose. Très bon spot de 3 en position, tu peux 3 des tonnes de main, gna gna gna. En live, je vais pas 3 bet, je vais flat ça pour laisser venir le fiche dans le coup. C'est-à-dire que c'est une EV différente, mais elle est tellement massive, cette EV-là, que je vais prendre celle-ci. Ça peut être aussi d'utiliser des sizings qui sont extrêmement peu adaptés théoriquement. Des petits sizing turns que tu ne verrais jamais dans la théorie, que tu vas utiliser en live à foison parce que les gens vont jamais te punir. Et un play qui n'est pas puni mais qui est mauvais devient théoriquement optimal si jamais il n'est pas puni. Donc, c'est des choses comme ça. Et je dirais, il y a quelques adaptations par rapport aux tels. Pas des tels majeurs, mais les trucs qui reviennent très souvent, qui sont efficaces. Et je dirais, l'autre point le plus important, c'est d'aller jouer des turns. C'est probablement le truc le plus intéressant en live. C'est bizarre dit comme ça, mais le flop, les gens arrivent à peu près à faire ce qu'il faut. Bon, donc bet de temps en temps, ils checkeraient espace et voilà, il y a plein de trucs. Mais voilà, ils ont compris, il faut continuation bet, ils ont une petite idée des choses. À la river, c'est un peu la fiesta. C'est beaucoup à l'émotion, des fois ça aérocall, des fois ça aérocall pas. C'est un petit peu dur, c'est beaucoup de guessing game. C'est dur de le prévoir.
Par contre, turn, les gens, ils font n'importe quoi, ils sont perdus, ils te disent leurs mains dans leur sizing. Vraiment, ils font des choses pas du tout adaptées. Et plus tu joues de turn, plus tu vas voir les erreurs des adversaires. Donc, il y a des mains que je pourrais raise au flop que je vais pas raise, il y a des mains que je ne pourrais fold au flop que je vais pas fold, pour forcer le destin à aller à la turn. Voilà. Ça, c'est peut-être l'adaptation la plus importante, je dirais, en live. Ok, parce que tu estimes qu'ils font quand même beaucoup d'erreurs. C'est la street où ils font le plus d'erreurs. Ouais, c'est le cas online aussi d'ailleurs. C'est la street la plus mal jouée par les joueurs de poker, la turn. Ok. On sait que le parcours d'un joueur de MTT, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Toi, justement, comment tu as vécu les phases de downswing ou d'échec, si tu l'as ressenti comme ça? De toute façon, on a tous vécu et c'est normal d'en vivre. Si on a des upswing, on a forcément des downswing. Je sais pas, ça a été quoi mon plus gros downswing quand je jouais online ABI 100, 150, on va dire. J'avais swing 45K. Donc ça faisait 300 buy-in à peu près, 45-50K même. Donc ça faisait beaucoup à ce moment-là. Après, en live, j'ai swing plus que ça. Mais après, c'est des buy-in différents. Je pense que de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que au poker, on alterne des phases où on a confiance en nous et des phases où on n'a pas confiance en nous, des phases où on va se remettre en question et des phases où, au contraire, on va tout broyer sur notre chemin. Alors peut-être on est nul, hein, mais juste on a confiance en nous et on avance. Quand on a confiance en nous, il faut pas travailler son jeu, je pense, ou peu. Il faut juste jouer, surfer sur la vague et jouer. Parce qu'en fait, même si on fait des trucs moyens et tout, on a tellement confiance en nous, on a tellement un bon mood et tout que ça va passer, il faut avancer. Il faut y aller, il faut surfer sur la vague. Et quand ça se passe moins bien, profiter de ce moment-là pour travailler son jeu. Donc pour moi, dès que tu commences à downswing, tu joues un petit peu moins. Tu joues des buy-in différents, moins de tables. Tu vas moins swing automatiquement. Tu joues peut-être des fields différents aussi, de manière à avoir un peu moins de variance dans ce que tu fais. Et tu travailles ton jeu. Pas hésiter à jouer moins cher aussi? Ouais, potentiellement. Alors après, le fait de jouer moins cher, moi, je suis aussi un défenseur. Oui, jouer moins cher, ok, mais je suis aussi un défenseur en termes de gestion de bankroll de pas jouer overroller non plus, parce que sinon ça te challenge pas et tu joues pas bien. Donc je pense qu'il faut faire attention quand même avec ça. Jouer moins de tables pour que ta session coûte moins cher. Parce que si tu passes de jouer 6 tables à 100 € à 4 tables à 100, automatiquement ta session elle coûtera moins cher si tu as tout perdu. Tu as joué le même ABI, hein, mais tu joueras moins tu as moins de variance malgré tout. Pas par tournoi, mais par soirée. D'accord ? Et c'est ça que tu ressens comme émotion. C'est combien j'ai perdu ce soir, combien j'ai gagné ce soir. Tu vois. Et ça te permet d'être plus focus sur tes tables éventuellement, de voir plus de choses, etc. D'être plus qualitatif au niveau de ton... Si tu joues avec un meilleur ROI sur tes tables, tu diminues ta variance automatiquement. Ouais. Donc moi, je dirais jouer moins de tables surtout. Et comment tu fais quand ça se passe pas bien pour pas modifier ou dérégler ton jeu? Je crois pas que ce soit possible, ça. C'est trop dur. Je pense que ça dérègle automatiquement. Par contre, le but, c'est de détecter quand notre jeu il est déréglé pour essayer de gommer ça. Mais tu peux pas, de toute façon, ça va arriver forcément à un moment donné. Je pense il y a pas mal de moyens d'essayer de réguler ses émotions. Moi, je dirais plutôt que quand tu commences à ressentir que ça va pas, alors, il y a 2 tilts possibles. Il y a le tilt in-game et il y a le tilt en dehors de la table. Quand tu es dans un tilt in-game et que ça affecte ton jeu, ça, c'est des choses qu'il faut absolument travailler parce que aucun joueur n'a le droit de tilter pendant qu'il est dans la partie. Ça, c'est impossible. Et c'est assez facile à gommer pour moi. Ça, c'est juste de l'émotion pure et dure sur le moment. Et normalement, ça, tu dois le gommer très, très facilement. Ce qui est plus dur à gommer, c'est le tilt passif, le tilt en dehors de la table, le tilt qui s'accumule. Ah, j'en ai marre que ça se passe mal, je perds de la motivation, j'ai moins envie de jouer. Ça, c'est des choses beaucoup plus complexes, d'autant plus qu'elles sont un peu pernicieuses parce que y a plein de joueurs qui jouent genre 6 sessions par semaine, 12 heures de session, et qui me disent mais moi je kiffe le jeu, machin truc. Je leur dis mais attention quand même de pas te cramer parce que quand tu joues comme ça, dès que tu commences à downswing, machin, quand tu vas jouer un tournoi en monotabling pendant 4 heures, ça va te dégoûter du jeu. Et tu vas revenir me voir dans 6 mois et tu vas me dire j'en ai marre du poker et je veux plus jouer au poker. Donc il faut faire gaffe à ce tilt passif là, il faut bien gérer, il faut être à l'écoute, faut aussi à l'écoute de soi-même et se dire qu'on n'est pas des robots. T'as droit de faire autre chose en même temps que tu joues au poker, t'as droit de regarder une série, t'as droit de regarder un film, t'as droit d'écouter de la musique. Pour moi, t'as droit de faire autre chose. Okay. Parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas capable en fait de se dire je joue un monotabling pendant 3 heures et je vais jouer parfaitement. Ok, tu vas peut-être jouer à 95% de ton niveau de jeu. Moi, je me mets une série que je connais déjà, je joue à 90% de mon niveau de jeu, mais je vais prendre du plaisir du coup. Je vais pas subir ce moment-là. Et si je buste en demi-finale et que j'ai pris 3 buy-in, je serais pas en train de me dire casse les couilles, demain je le rejoue pas ce tournoi parce qu'après je vais encore le monotabler machin et tout. Non, je vais le rejouer, je serai détente. Ok, donc avoir une certaine flexibilité, pas trop dur avec soi à certains moments. On n'est pas des robots, quoi. On n'est pas parfait, il faut qu'on arrive à accepter ça, quoi. Ok. C'est quoi ta relation actuelle avec ta réussite ?
Je pense que c'est de l'énorme chatte d'avoir fait back-to-back. Hein. Je m'en cache pas, franchement. Il faut pas. Autant là, je me fais ouvrir à Vegas, je dis bah ouais, c'est du run, les gars. Autant qu'en chat, il faut être cohérent. Je pense. Pourquoi ce jeu existe, le poker ? Parce que les gens, quand ils gagnent, ils se disent que c'est parce qu'ils sont bons et quand ils perdent, ils disent qu'ils n'ont pas de chance. C'est pour ça que ce jeu existe, de toute façon, contrairement aux échecs où les gens, quand ils perdent, ils sont nuls et quand ils gagnent, ils sont bons. Donc c'est pour ça que les gens continuent à jouer au poker, même les gens qui sont pas très forts. C'est ce relationnel-là au poker. Donc il faut être honnête avec soi-même. J'ai eu beaucoup de chance durant les séries. Je pense que 90% de la réussite vient de ça. Après, je pense, extrêmement conditionné à parfaire ce tournoi, en particulier le Million Event, parce que les gens que je coach, c'est exactement le genre de tournoi qu'ils jouent, je sais comment ils pensent. J'ai review même la TF de ce tournoi-là, des tonnes et des tonnes de fois sur Kill Tilt. Je commente même les Day 3 parfois de ces tournois chez Winamax. Enfin, je suis quand même bien conditionné pour parfaire ce tournoi en particulier et voir comment les gens qui jouent ce genre de tournoi jouent. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit le parfaire, je pense que j'ai plus de chance qu'un joueur qui est meilleur que moi sur ce tournoi-là. Mais il demeure que même une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même une chance incroyable. Voilà. Après, j'ai des stats sur ce tournoi, même si on ne parle pas que des 2 tableaux finales, hein, qui sont complètement débiles. Je crois que j'ai regardé, je faisais Day 3 du tournoi une fois toutes les 5 participations. Wow. C'est absurde, c'est vraiment ridicule, quoi. Donc, ouais, globalement de la chance sur ce tournoi, quoi. Ok. Quelle croyance largement admise dans le poker tu trouves fausse ? Je pense que c'est le manque de recul vis-à-vis de l'importance de ce que c'est le run en réalité. Je pense que c'est tout simplement ça. On voit des mecs qui vont perfer en live ou qui vont perfer online, on va dire que ça va être des brutes, sauf qu'en fait, il y a au moins 50 ou 70% du résultat qui est dû au run, quoi. On est tous giga résultat oriented, je pense. Okay. Et quand on est du bon côté de la variance, on a tendance à le minimiser. Quand on est du mauvais côté de la variance, on a tendance à le maximiser. Mais en fait, c'est toutes les choses sur des... Alors, je sais, les gens vont te dire, oui, il y a un long terme au poker, évidemment, il y a un long terme au poker, mais pour des tournois avec 30 000, 40 000, 20 000 joueurs, c'est quoi le long terme ? C'est de jouer, même en live, c'est quoi le long terme en live ? Bah ouais. Quand si tu joues en live et que tu joues des tournois à 500 joueurs et moins, ça va. Alors, il y a quand même de la variance, parce que si tu joues des tournois à 500 joueurs en live, online par exemple, si tu joues des tournois à 500 joueurs, tu dois quand même jouer plusieurs centaines de tournois pour faire le tour de la variance. Donc en live, plusieurs centaines, ça fait quand même un paquet d'années, hein, ça fait une dizaine d'années peut-être. Donc c'est déjà pas mal. Mais imagine des tournois WSOP, 1000, 2000, 3000, 4000 joueurs. C'est combien d'années de variance pour faire juste une TF ? C'est 20 ans, 30 ans. Donc ouais, je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point il y a une variance de dingo. Peut-être qu'on ne se rend pas compte aussi à quel point les ROI sont hauts en live, potentiellement. Ça, c'est une possibilité. Parce que les erreurs des gens sont tellement massives, on a des prises d'informations, des choses très très précises. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des ROI qui sont qui sont débilement hauts. Genre, je sais pas, c'est quoi le ROI d'un joueur en live ? On m'avait posé la question à un WPO Bratislava. Il y a 1 an, on pose la question, c'est quoi ton ROI si tu joues le WPO Bratislava ? Et je lui avais dit, je vais être honnête, et pourtant je suis humble, parce que je pense qu'il y a 50 joueurs dans la salle qui seront meilleurs que moi. Je pense que c'est 100%. Au moins 100%, j'ai dit. Et là, on m'a dit, t'es complètement délu, c'est pas possible d'avoir 100% de ROI, même quand tu prends un 50 balles des séries un peu soft et tout, on n'a jamais ce ROI-là. Mais j'ai l'impression qu'en live, tu vois des trucs tellement absurdes. Moi, quand je le commente, le WPO, je vois des erreurs à 2, 3, 4 tables left qui coûtent genre 5 blindes, c'est 30 starting stack, où vraiment, c'est des jetons donnés, quoi. C'est des erreurs, mais tellement massives. Donc, je pense qu'on peut avoir des ROI en live qui sont vraiment monstrueux. Et c'est impossible de le savoir, parce qu'en fait, il y a tellement de variances que tu peux pas calculer un ROI en live, quoi. Tu regardes le ROI d'Alex Réard en live et tu te dis, OK, c'est 4 chiffres quasiment, ou comment c'est possible ? Ouais, c'est quoi son ROI ? Il y a une partie de ça qui est de la variance, évidemment. Je pense qu'il run au-dessus. Mais il y a une partie où, en fait, il est juste tellement fort en live qu'il a un ROI démesuré, quoi. Okay. Et c'est pas 100% son ROI, c'est plus, du coup. Ok. Au fil des années, tu as réussi à construire un vrai écosystème autour du poker. On en a parlé, contenu, coaching, formation. Quand as-tu compris qu'il fallait construire autour du poker ? En même temps que toi ou pas ? Parce que toi aussi, du coup, tu as eu le même parcours. Ouais. Avec quelques années de décalage. Ouais. Toi aussi, tu as ressenti ce truc-là, peut-être à un moment donné, de te dire, c'est un jeu où on est vraiment tout seul, isolé. C'est quand même cool de partager avec les gens à la fois le kiff de ton job. Et puis, juste, les vecteurs sociaux dans le poker sont pas faciles non plus. Donc, réussir à se créer des gens,
Ça peut être un YouTube, ça peut être un ça Non, peut mais peu une importe communauté. Voilà, exactement. C'est C'est documenter son parcours, partager le Mhm. parcours, parce que forcément, tu as plein de gens qui te suivent, ça peut être aussi de la famille, c'est toujours intéressant. Puis là, franchement, même à Vegas, j'ai rencontré pas mal de gens qui commencent tu vois, à suivre les vidéos, etc. Mhm. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi d'où ils viennent, etc. Donc du coup, quand tu as compris ça, toi Je crois que j'ai toujours eu ce truc-là. J'ai toujours eu envie de partager à tout le monde. Alors déjà, j'ai eu un sponsor assez vite. J'avais pas mal de gens qui me suivaient. Dans mes clubs il y avait j'étais d'Annecy à la base. Il y avait des gens qui suivaient mon parcours, puis ensuite ailleurs. Donc je savais qu'il y avait pas mal de gens qui étaient derrière, qui étaient à me suivre, à me supporter entre guillemets. Ensuite, j'ai eu un sponsor, donc automatiquement, il y avait encore plus de gens qui me suivaient. Donc assez rapidement. Puis je sais que bon, maintenant, les joueurs de poker, ils postent beaucoup sur Insta leur contenu. On va parler de YouTube aussi, mais à l'époque, donc ex-Twitter, je tweetais beaucoup sur mes tournois de poker. Et j'étais un de ceux qui faisait le plus de tweets quand je jouais le circuit. Et je kiffais ça, quoi. Je racontais toutes les mains. Je me rappelle d'un Vegas où j'avais lancé le hashtag Zigoto. Dès que tu voyais une main d'un joueur qui avait fait un peu n'importe quoi, tu racontais la main, tu mettais hashtag Zigoto. Et tous les Français l'avaient fait durant tout le séjour, tu vois. Et je sais pas, je kiffais genre raconter tout pour les gens qui me suivaient. Aussi juste parce qu'il y a beaucoup de joueurs de poker qui kifferaient être à Vegas, qui kifferaient jouer des tournois live, qui n'ont pas la chance de pouvoir être là ou pas la possibilité de le faire. Donc ça leur permet de kiffer par procuration aussi potentiellement. Bon, quand t'as une image comme ça de toute façon connue, soit les gens vont te suivre et ils vont te kiffer, soit ils vont te détester. C'est un truc assez clivant, le poker, de toute façon. T'as beaucoup de haters d'ailleurs? Ouais, quand même. Après, automatiquement, si tu touches beaucoup de gens dans une vidéo YouTube, dès que tu vas peut-être t'en rendre compte, mais à partir d'un certain seuil de milliers de vues sur YouTube, il commence à y avoir pas mal de haters. Ah oui, je crois que t'en avais partagé qui était assez drôle récemment. Moi, je fais des best-of que je postais. C'était assez drôle. Après, franchement, ça va. Ça te touche pas. Plus du tout maintenant. Et en fait, il y a quand même... Avec Kill Tilt, on brasse beaucoup de positifs quand même. Les gens sont très bienveillants avec nous, donc ça va. Ouais, j'ai rencontré beaucoup de gens qui déjà te connaissaient. Même moi que j'ai eu en élève qui te connaissaient, et même des gens que j'ai rencontrés et qui me parlaient de Kill Tilt, de Flavien Guénan. Des fois, ils savent pas forcément remettre ton prénom, mais quand je le dis, tu vois, des mecs un peu qui sont un peu plus éloignés du poker. Donc ça touche vraiment quand même beaucoup de monde, Kill Tilt. Après, on essaye d'avoir une très bonne image aussi vis-à-vis de ces choses-là. C'est-à-dire que nous, on n'essaye pas de vendre des paillettes, on n'essaye pas de vous dire, OK, tu veux être pro, tu veux être machin, tu veux être millionnaire. Non. Alors, je leur montre la dure réalité aussi du poker. Et c'est pas tout beau tout rose. Si tu arrives à devenir millionnaire, si tu arrives à gagner très bien ta vie, tu arrives à jouer le circuit, bon, peu importe, une de ces possibilités-là, bah, très bien, magnifique. Mais c'est pas que ça le poker, quoi. C'est pas tout beau tout rose. On reçoit des mails tout le temps chez Kill Tilt, et même moi, des messages de gens qui veulent devenir pro. Et à chaque fois, je leur dis, mais sur les 10, dans le faisceau d'indices, sur les 10 indices, il y en a à peine un qui est bon chez toi, quoi. Et ça va pas du tout. Donc fais attention. Donc on essaye d'avoir ce regard-là, ce discours-là plutôt. Peut-être briseur de rêve prévention parfois, aussi. Mais qui est hyper important, quoi. Voilà. Et d'apporter ton expérience aussi, forcément, ton recul sur les choses. Ouais, puis toi, t'es encore là aujourd'hui. Je suis encore là aujourd'hui, mais on en a vu tellement des joueurs de poker qui sont apparus et qui ont explosé en plein vol. C'est 99% même des très bons joueurs, quoi. Ouais, et puis je voulais pas parler de mon parcours parce que les gens le savent pas forcément, mais moi aussi, à un moment donné, je suis un petit peu parti, j'ai repris des études, j'ai été travailler même, et puis après je suis revenu. Mais oui, si tu veux, on le refera, mais en inversé, c'est moi qui te poserai la question. C'est ça, mais de toute façon, un jour, je ferai une vidéo sur mon parcours, mais il y en a qui me connaissent d'avant, mais il y en a qui me connaissent juste de Poker Explorer. Mais c'est assez drôle de voir les messages. Si vous êtes là maintenant, restez jusqu'à la fin, c'est le moment teasing. J'ai une photo de comment je dois t'appeler. Je t'appelle Poker Explorer ou comment je t'appelle dans une vidéo comme ça? Je sais pas, comme tu veux, Pierre. Non, mais je sais pas si t'avais drop le prénom ou si vraiment juste tu appelles Poker Explorer, je sais pas trop. Ok. Eh ben Pierre, j'ai une photo de Pierre qui date d'il y a un peu plus de 10 ans. Qui date d'il y a plus de 10 ans. De Pierre quand il commençait un petit peu à jouer, un peu prépubère, pas trop de poils sur le visage, en train de jouer au poker devant son PC. J'ai des photos si vous voulez. Bon, on coupera, on dira ça au monteur. Donc parlons un petit peu création de contenu. Justement, tu es assez actif sur YouTube, sur Instagram aussi, plus récemment. Ça fait peut-être longtemps, mais en tout cas plus récemment. Non, c'est vrai, très récemment. Pourquoi t'être lancé dans la création de contenu? Bah, c'est lié au coaching de toute façon.
J'avais commencé. Alors, bon, coaching, j'en ai toujours fait, on en avait parlé, mais j'avais fait on avait fait avec Pierre Viatefou une première série de vidéos sur Poker Academy à l'époque, qui s'appelait Scène de méninge. Oui. Et on avait trop kiffé faire ça. Ouais. Et bon, après, j'en avais plus du tout fait. Et le hasard a fait que j'ai rencontré quelqu'un de chez Kittit, machin. Et vu que j'avais kiffé faire la vidéo, bah, j'ai continué à en faire. Je fais pas des vidéos moi tout seul, de toute façon. Enfin, pour mon compte, je les fais que pour Kittit, les vidéos. D'ailleurs, maintenant, c'est devenu hyper rigide. On me demande 3 mois à l'avance de faire les vidéos. Il y a un programme, machin. Donc, c'est hyper, maintenant, c'est hyper rigoureux. Hein. Après, c'est bien, ça peut t'aider aussi. Parce que moi, je vois, j'ai pas de planning, tu vois, mais c'est bien d'avoir des choses assez carrées. Il y a du monde qui travaille pour tout ça. Hein. Ouais. Il y a du monde derrière. Ouais. Mais donc, ouais, je fais les vidéos pour Kill Tilt. J'ai oublié le début de la question, mais Insta, j'ai commencé à être de plus en plus actif. Alors moi, je suis pas un enfant des réseaux. Hein. Même YouTube, j'ai pas de culture YouTube, absolument pas du tout. J'ai découvert What the Cut il y a moins d'1 an de ça. Enfin, tu vois, il y a des Squeezie, j'ai jamais regardé une vidéo. Enfin, vraiment, je connais pas du tout YouTube Game. Insta, je n'aime pas. Twitter, j'aime pas. Enfin, je suis vraiment pas très réseau. Je suis un combattant contre TikTok. Et je me suis dit, attends, c'est quand même bête. J'ai utilisé un peu Insta et il y a 2 ans, quand je fais Vegas, je commence à faire pas mal de stories et tout. Alors, ma compagne, elle est une enfant des réseaux, donc elle me dit tiens, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et je commence à faire pas mal de stories. Pendant 1 an, je fais un peu des trucs à gauche, à droite, et je vois que je commence à prendre beaucoup d'abonnés. Forcément, parce que les gens, ils suivent le poker, ils me connaissent de nom, donc ils me suivent. Et là, quand je fais les perfs en janvier et avril, genre, je reçois 150 ajouts par jour. Là, je me dis ok, donc je vais faire un truc. Et j'ai commencé à sortir des réels pour retracer un peu les performances. Et là, durant Vegas, ma compagne est là. Et on a sorti genre une dizaine de réels en 3 semaines. Donc 1 tous les 2 jours quasiment. Donc pour retracer mes tournois. Alors j'aurais aimé que le contenu soit varié. Les gens adorent les réels comme ça. Les gens adorent les réels pas de poker. Pas de poker. Pas de main, très peu de main de poker, pas d'analyse. Le but, c'est pas d'analyser de main. S'ils veulent une analyse, je fais des publications, il y aura des vidéos YouTube. Mais là, c'est vraiment juste de vivre le truc. Alors j'aurais aimé, honnêtement, que le contenu soit un peu plus varié en termes de réel, puisque là, c'est je joue, je buzz, je joue, je buzz, je joue, je bust. Donc, j'aurais aimé que ce soit je deep run un peu au milieu. Bon, malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Mais voilà, j'ai sorti plein de réels et en vrai, j'ai bien aimé le faire. Ça m'a pris quand même pas mal de temps, mais c'est à elle aussi. Enfin, c'est elle qui a fait tout le montage et tout. Donc, heureusement qu'elle est là, sinon j'aurais jamais pu faire ça. Et quand tu crées, tu fonctionnes comment? Tu as une vraie stratégie ou c'est plus au feeling en fonction de ta journée, comment elle s'est passée? Il y a une sorte de cahier des charges. Ouais. Je suis obligé de prévoir un truc en amont parce que si je joue un tournoi jusque minuit, je peux pas me permettre. Enfin, toi, je peux pas. En termes d'heures françaises, ici par rapport à la France, on est à -9. Donc, si on veut que la vidéo elle sorte dans un créneau horaire qui est pas mal, il faut qu'on la sorte juste avant d'aller se coucher le soir. Donc, automatiquement, si je termine de jouer à minuit 1 heure, c'est impossible si jamais j'ai pas prévu en amont ce qu'on allait faire dans le réel de le sortir. Et puis donc, il y a un cahier des charges. Ouais, exactement. Ouais. Donc, non, on a un vrai cahier des charges. Je lui dis, OK, t'as tel plan que tu vas utiliser dans cet ordre chronologique-là. C'est pas du tout une joueuse de poker. Hein. On n'est pas du tout. Et je lui dis, tu utilises ça. Et ensuite, moi, je mettrai les voix off sur ces trucs-là et je ferai un plan facecam à ce moment-là. Et ensuite, on envoie. Voilà. Et avec le recul, quel impact ça a eu sur ton business ou sur ta carrière de faire du contenu? Légitimité, peut-être pour l'instant, je pense pas tant que ça. La réalité, si on est transparent, c'est que quand je développe mon image, entre guillemets, c'est que je suis censé soit vendre plus de coaching, soit vendre plus de produits via Kill Tilt. Coaching, j'ai pas besoin d'en vendre plus parce que je refuse 95% des demandes. C'était le cas avant les perfs. C'est encore plus le cas maintenant parce que j'ai plus de demandes. Mais je refuse 90-95% des demandes. Donc en soi, j'ai pas besoin de développer mon image, mais c'est un peu pour Kill Tilt indirectement. Si je développe mon image, c'est l'image de Kill Tilt que je développe. Okay. Donc je sais pas s'il y a vraiment eu des retours, mais juste j'en ressentais le besoin, donc je le fais. Okay. Il y aura peut-être un retour dessus, mais c'est tout. Après, qu'est-ce que ça fait? Mais tu vois, c'est aussi lié, c'est que quand je joue, j'essaye de montrer le contenu aux gens. Je te disais, je joue une session, c'est pour fournir du contenu aux gens, donc c'est ce qui me motive. Donc, d'une certaine manière, ça me donne un peu d'énergie pour jouer, pour bien jouer, probablement durant les deep runs que j'ai eus. Ça m'a permis d'accéder aussi au fait de commenter, par exemple, les tournois à Winamax. Si je commente les tournois à Winamax, c'est sans doute parce que j'avais aussi cette image-là pédagogue auprès des gens pendant des années. Donc, est-ce que tu trouves que c'est devenu essentiel aujourd'hui pour un joueur d'avoir cette présence en ligne?
Je pense que c'est moins indispensable aujourd'hui qu'avant. Après, c'est très subjectif parce que si toi, t'en ressens le besoin parce que t'as envie de faire partager aux gens, oui, du coup. Donc peut-être que toi, ça te rendra meilleur joueur de poker si t'es mieux dans ta vie, si t'es content de ce que tu fais, etc. Donc oui, à ce moment-là. Si t'en ressens pas le besoin intrinsèquement, j'ai envie de dire non. Il n'y a pas de réel intérêt de partager parce qu'il n'y a plus vraiment de marché du sponsoring en plus. À l'heure actuelle, ça n'existe pas. Ou presque pas. Ouais, c'est Tu te clair. rappelles, au début du .fr, il y avait 37 rooms différentes, il y avait de la place à prendre partout. Mais là, c'est pas le cas maintenant, c'est fini ça. Ouais, c'est clair. Donc, si aujourd'hui tu veux avoir un sponsor, soit tu as des trucs très très spécifiques à montrer, soit tu es très très fort. Donc, a priori, il n'y a pas beaucoup d'élus. Quels conseils tu donnerais ou quelles erreurs tu vois souvent chez les joueurs qui veulent se lancer dans le contenu? Malheureusement, aujourd'hui, avec le phénomène moins de 18 poker sur YouTube, alors tu sais, moi je suis toujours un peu pessimiste pour ces genres de choses-là, mais je crois que c'est très très dur là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, de se lancer. Parce qu'il y en a qui existent déjà, qui ont déjà des contenus qui existent. Toi, t'es arrivé pile au bon moment, t'as réussi à te créer une renommée avant que ce soit trop dur. Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un qui veut commencer à créer des podcasts, des machins trucs, c'est trop dur de pop parce que là, tu vas avoir plus de la moitié de tes vues qui vont sauter à cause du moins de 18 et tout. Donc, automatiquement, il n'y a pas une masse impactante de gens qui regardent ta vidéo, donc c'est dur d'émerger. Donc là, je pense que c'est vraiment très dur aujourd'hui. Okay. Donc, il doit y avoir des méthodes, mais là, maintenant, quelqu'un qui veut regarder du contenu poker, il est obligé de mettre son contenu en interdit au moins de 18. Ouais. Et tu perds beaucoup, beaucoup de vues, du coup, en référencement et tout. Je pense quand même que la régularité, moi, c'est un peu ce qui me manque sur la chaîne, c'est faire beaucoup plus de contenu que ce que je fais. Je finis par exploser au final, tu vois, la rigueur, la discipline. Alors, c'est plus dur parce que le contexte que je viens de donner, mais si tu veux avoir une chaîne qui fonctionne sur YouTube, tu es obligé d'avoir de la régularité. De toute façon, ça c'est... Tu sais, le meilleur interlocuteur pour ça, c'est pas moi, il faut que tu en parles avec Peanuts. Okay. Parce que lui, il connaît ces games-là. Je connais pas du tout, j'aimerais bien. Lui, il connaît ces bails-là, on en a discuté plein de fois, mais il y a des histoires de régularité, à quel moment tu postes les vidéos, en quel contexte, machin. Bien sûr. Il y a des courbes pour certaines vidéos où tu sais qu'elles vont aller très haut et ralentir. Il y en a, elles vont aller très doucement et augmenter. Il y a plein de trucs différents à savoir, malheureusement. Il doit y exister même des formations là-dessus, de toute façon. Ouais, bien sûr. Mais il y a plein de petites méthodes et de choses à savoir. La régularité, c'est sûr. Il vaut presque mieux que tu aies du truc en stock et que tu lâches après pour clairement. la régularité. Là, je pense que d'anticiper ça et d'avoir quelques vidéos en stock plutôt que d'être en flux tendu que je connais bien. Quitte à avoir des formats différents pour que tu en aies qui te demandent moins de temps. Clairement. Et que tu puisses les sortir. Quoi. Ouais, genre là, tu fais une dizaine de vidéos de 3 minutes et paf, tu meubles avec ça. Ouais, clairement. Et voilà. Il nous reste pas mal de questions, il nous reste peu de temps, on va essayer de gérer ça. Autre casquette que tu as, on en a parlé, celle donc de coach. Tu coaches depuis plusieurs années, notamment via Kill Tilt, les masterclass. Comment ça se passe avec eux? Combien de joueurs tu coaches? Combien de joueurs t'accompagnent? Comment tu fonctionnes? Alors, il y a plusieurs trucs pour le coach. Pour le coaching, il y a les coachings en indiv, c'est-à-dire indépendamment de Kill Tilt, juste moi, je coach des gens, et là, j'en ai pas beaucoup. Okay. En réalité, j'ai, on va dire, une dizaine de personnes, mais en personne active, 4-5. Pourquoi ? Parce qu'en général, je fais les coachings avec les personnes et quand il me reste 2-3 heures, je leur dis, on fait 2 mois de break et tu me reviens dans 2 mois et on va faire un débrief et on va voir ce qui a changé. Du coup, j'en ai qui sont un peu en attente à chaque fois et on va finir après. Mais les personnes actives à qui je donne des cours, genre une fois par semaine, 10 jours, j'en ai 5, on va dire, maximum. Okay. Maximum. Et j'en ai pas pris de nouveau depuis des mois et des mois parce que là, en ce moment, on est en train de tout refaire la masterclass sur Kill Tilt. En gros, la masterclass, c'était Sylvain qui l'avait fait, avec Peanuts pour la partie mentale, mais c'était Sylvain qui l'avait fait intégralement. Et là, on est en train de tout refaire, la partie technique. Ça demande des centaines d'heures de travail de tout refaire. Et normalement, elle sera disponible. On n'a pas officialisé une date, donc ceci n'est pas contractuel, mais ça devrait être en septembre. Ok, voilà. En septembre. Et quand tu accompagnes des joueurs, c'est quoi les erreurs ou les blocages que tu vois le plus souvent chez eux ? Le fait de ne pas savoir quand c'est bien ou mal jouer une main, donc d'être résultat-oriented. De se tromper sur sur qu'est-ce qu'il faut travailler dans son jeu. Typiquement, vouloir travailler les situations d'inconfort. Ok, les situations d'inconfort, je suis dans un pot 4-bet, j'ai As-Roi, le follow-up est venu Dame 9-4, je fais quoi ? Ah, mais ça, ça arrive combien ? Ça arrive pas souvent, c'est pas ça qui va faire ton... Bien jouer ses spots de value, c'est aussi important. Voilà, ouais. Et puis juste les spots récurrents où tu fais des erreurs. Le truc qui arrive tout le temps, dans un coaching, là, on parle pas forcément que de Kill Tilt avec quand je fais du coaching au global avec des milliers de personnes, parce que quand on fait des vidéos pour Kill Tilt, c'est pour des milliers de personnes, tu m'as demandé le nombre d'élèves. La réponse est coaching indiv 5, 10.
coaching avec Kill Tilt, plus de 1000 du coup. Donc tu vois, ça dépend, mais c'est pas des coachings privés. Donc c'est différent. Je me suis perdu en chemin. Les erreurs les plus récurrentes, c'est que quand un élève vient me voir, il me dit ok, moi j'aimerais bien bosser ça. Et je lui dis bah la réalité c'est, je suis pas sûr que ce soit ça qu'on va travailler. On va forcément le voir. Mais tu me dis ça, c'est-à-dire que tu as déjà en amont pensé à ça. Tu as déjà un petit peu gommé les erreurs. Mais genre ton BVB depuis la small blind dont tu me parles pas là. Genre, t'es sûr que ça va? Et au bout de 2 minutes, je vois, non, ça va pas du tout. Et en réalité, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit, j'ai envie de bosser ça, ces trucs-là, bah, il y a des imperfections, mais souvent, il y a déjà bien pensé, il est pas mauvais. Mais il y a des erreurs massives qui sont cachées ailleurs. Okay. Donc, je lui dis toujours oui, mais en réalité, je vais aller gratter ailleurs, quoi. Et selon toi, quelle différence il y a entre coacher en one-to-one ou en masterclass? Et qu'est-ce qui donne le plus de résultats? Bah, one-to-one, maintenant, le volume horaire, c'est pas le même prix, quoi. C'est-à-dire que si tu t'achètes une masterclass aujourd'hui Kill Tilt, je sais pas combien elle coûte, entre 4 et 500, j'imagine, entre 4 et 600, je sais même pas le tarif, honnêtement, selon à quel moment tu l'achètes et tout. Bah, 500 balles, t'as 3 heures et quelques avec moi, quoi. Donc la réalité, c'est que tu peux acheter une masterclass dans laquelle tu auras 50 heures de vidéo ou 3 heures avec moi. Moi, je te dis texto, il vaut mieux que tu aies 50 heures de masterclass plutôt que 3 heures avec moi. Maintenant, une fois que tu as bossé la masterclass pendant X temps et que tu as besoin d'aller plus loin, bah là, tu vas avoir besoin de prendre un coaching individuel. Donc, c'est absolument complètement différent. Okay. Et il y a aussi juste des gens qui ne supportent pas de se mettre devant des masterclass, devant des vidéos comme ça. Ils veulent une interaction, ils veulent un truc. Et dans ce cas-là, il faut forcément un coaching individuel. Okay. C'est chaque personne a sa réponse en réalité. Chaque situation a sa réponse. Qu'est-ce que tu aimerais vouloir transmettre à la communauté poker francophone? Bah, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais le poker, c'est pas tout beau tout rose. Donc déjà, idéalisez pas le fait de vouloir être professionnel. Déjà, vous voyez pas les mauvais côtés de quand il y a des joueurs, quand on est joueur pro. Alors évidemment, je vois pas le mauvais côté d'aller travailler à la chaîne, à l'usine non plus. Je dis pas que c'est plus agréable, mais genre il y a beaucoup de mauvais côtés dans le poker. Il y a un côté très instable, il y a plein de choses. Il faut y penser. J'ai vu trop de joueurs. On a trop vu de joueurs qui genre ont tout plaqué pour devenir être pro et en fait soit claquer au sol, désolé pour eux, soit être bon et avoir mal géré leur carrière, soit en avoir eu marre du jeu très rapidement et être reparti sur autre chose. Et j'ai surtout trop vu de gens qui sont devenus pros et qui sont bloqués dans ce truc d'être pro. Et qui sont à Malte dans une coloc désormais et qui sont de smicards du poker et qui sont loin de leur famille, loin de leurs amis et qui gagnent pas bien leur vie, qui sont pas heureux. Je l'ai trop vu ça, donc faites attention à ça, quoi. Surtout quand même, c'est violent les MTT. Les swings, c'est quand même ultra violent. Ça apporte quand même pas mal de tristesse, les swings de MTT. C'est-à-dire que si t'es bien, que tu joues cher, que tu gagnes beaucoup en moyenne, d'accord, mais quand tu gagnes moyennement, que tu gagnes des sommes modérées et tout, t'es toujours dans une espèce de recherche de one time, tout ça. Tu rêves en fait par rapport à ce que tu vas pouvoir atteindre. Et ton quotidien de joueur de MTT, bah, ça va être de buzz, puis un coup, j'ai une perf, ok, je buzz. Enfin, c'est dur, hein. C'est clair. On te voit aussi très souvent commenter les streams Winamax, tu nous en parlais. C'est une autre facette de ton activité. Comment tu t'es retrouvé à commenter pour Wina? Ouais, bon, c'est une facette à la marche parce que ça représente 3 semaines dans l'année quand même. J'ai toujours été pote avec pas mal de gens chez Winamax. Donc ça a toujours été. À la base, c'était Harper et c'était JP, Jean-Paul Magne, qui commentait chez Winamax les tournois. Et je jouais les WPO et quand je sautais, j'allais passer les voir le jour 3 ou la TF et je commentais avec eux. Genre, j'y allais juste quelques heures, comme ça. Et ça se passait toujours très bien, on s'entendait bien. J'avais vu que j'aimais bien faire ça et que j'étais plutôt bon pour commenter. Parce qu'il y a quand même un truc, c'est une qualité que j'ai, c'est que j'ai quand même, à force de parler, de faire des vidéos, machin, j'ai quand même un bon phrasé. Ce qui est quand même une qualité que beaucoup de joueurs de poker n'ont pas. Ne pas réussir à faire des phrases avec 12 mots qui se suivent. D'accord? Le mec tire à balles réelles sur la... Non, mais c'est, je suis humble sur mon niveau de jeu, mais à un moment donné, il faut aussi dire ce qui est, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont pas forcément pédagogues. T'as fait un bac L? Non. J'ai fait S et maintenant j'ai fait du droit, donc c'est quand même extrêmement différent. Okay. Mais non, mais je fais plein de fautes quand j'écris. C'est encore autre chose. Ouais. Mais juste à la capacité de s'exprimer à peu près correctement. Je dis des si et des ré malgré tout, je fais plein de fautes, mais il y a quand même beaucoup de joueurs de poker, tu pourras pas dire l'inverse, qui vont pas bien s'exprimer, et si tu les as dans un podcast, tu te dis bon, ça va être un petit peu lourd quand même, tu vois. Je les invite pas. Je les invite pas, ces bâtards. Non, mais j'étais quand même plutôt bon pour ça, et on s'entendait très bien avec les gens de Winamax. Du coup, ils m'ont dit un jour, c'est Harper, il m'a dit, on a besoin de quelqu'un on a besoin d'un peu
rendre ça sérieux. Maintenant, on va avoir une régie, on va avoir des cards up, on va avoir plein de gens qui bossent à côté et tout. C'est hyper sérieux. Maintenant, la régie de Winamax, t'as une quinzaine de personnes qui bossent derrière et tout. Nous, on est aux commentaires et il m'a dit, on a besoin de quelqu'un. Donc, j'ai dit oui. Donc, forcément, je joue plus les tournois Winamax puisque je les commande. Ça fait 7 ans que je les ai pas joués, les tournois Winamax, juste avant le Covid, grosso modo. Et en plus, ça a coïncidé. Alors, j'ai commencé à commenter avant lui, mais maintenant, il y a Ponce P chez Winamax, qui est du coup un très bon pote à moi. On se connaît depuis extrêmement longtemps. Et ça rend les commentaires d'autant plus cool. Il y a également Damien maintenant avec qui j'en très bien. Fu Argel. Elle est vraie, ça. Ouais. Exactement. Mais et voilà du coup comment ça s'est fait. Je sais pas combien de temps encore dans ma vie je commenterai les tournois, mais pour l'instant ça me va. C'est cool. Ok. Pour finir, j'aimerais élargir un peu et te projeter vers l'avenir. Comment tu vois le poker, l'avenir du poker en France ? C'est dur. Quand j'ai commencé à être pro, il y a plus de 10 ans, donc 15 ans quasiment, je m'étais dit, je joue à peine 10 ans d'avenir pour le poker. Force est de constater que je me suis trompé. Là, je vais te dire que je joue à moins de 10 ans, mais ça se trouve, je vais me tromper, il y en aura 20 à nouveau. Donc en vrai, je pense pas que je sois très bon pour estimer. Il y a quand même des problématiques liées à la sécurité pour le online, évidemment. Pour le online, ouais. Je pense qu'on avait la discussion avec un joueur à table hier. Il faut pas avoir peur des bots à l'heure actuelle. C'est pas une problématique majeure. C'est pas du tout une problématique majeure. Les bots sont très mauvais. C'est pas eux qui vont te faire des erreurs. C'est pas eux qui vont te prendre de l'argent. Et ils se font quand même repérer facilement. Donc, je dirais pas que les bots, c'est une problématique majeure. La problématique majeure, ça peut être des gens qui sont assistés par des logiciels, donc ou des logiciels ou GT Wizard ou des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de sécurité qui est mise en place pour éviter que les gens utilisent ce genre de logiciel. Il y a des gens qui se font bloquer leur compte. Faut faire attention. Tu sais, quand tu lances, je prends l'exemple de Winamax, ça peut être les autres rooms. Moi, je sais comment ça marche avec Winamax, donc je vais dire ça, mais ça peut être n'importe quel autre room. Hein. C'est pas pour forcer sur Winamax. Si tu laisses HRC, si tu laisses Equilab, si tu laisses n'importe Pio, tu laisses des logiciels comme ça, Winamax va dire non, tu dois le fermer. Et si tu as GTO Wizard qui est ouvert dans une fenêtre, c'est pareil. Il va le savoir, le logiciel, donc tu peux pas le garder ouvert. Donc des fois, sans faire exprès, t'étais en train de travailler ton jeu avant, tu l'as laissé. Si la fenêtre, elle bouge pas, c'est bon. Mais dès que tu vas l'utiliser, ils vont savoir les sites de poker de manière générale. Donc, tu dois surtout pas le faire. Et ça tombe bien, parce que du coup, ça évite que les gens y trichent. Okay. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, il existe quand même, si tu veux tricher, la triche a toujours de l'avance sur l'anti-triche. C'est comme pour le dopage, c'est comme pour plein de choses comme ça. Tu peux utiliser des méthodes, j'imagine. J'ai même pas envie d'essayer de les imaginer ou de les citer maintenant. C'est pas le lieu, ni on n'a pas envie de le faire. Mais il doit y avoir plein de manières quand même. Donc, c'est plutôt ça, la problématique pour le online. Je pense quand même que les sites de poker se rendent bien compte à quel point c'est important parce que c'est tout leur business qui pourrait périr à cause de ça. Donc, ils se donnent pour combattre ça. Ils doivent se battre, ouais. Et après, évidemment, le live, il n'y aura pas trop ces problématiques-là. Il pourrait y en avoir d'autres qui apparaissent. Hein, peut-être des trucs de puces. Mais bon, là, on est presque dans la science-fiction à ce stade. Donc, je pense que là, sur ça le va live, je pense que pour l'instant, ça va. Que ce soit en cash game ou en tournoi, je pense qu'il y a encore des belles années. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? C'est impossible à dire. Je peux te dire dans 5 ans. Sous 5 ans, j'y suis encore. Je donne encore des cours. Je suis encore dans le poker. 10 ans, je ne sais pas encore. Et la réponse que je te donne là, c'est celle que j'ai donnée finalement à Peanuts, que j'ai donnée à Kiltit. C'est-à-dire que moi, j'ai encore quelques années où je peux bosser, je peux faire des trucs avec Kiltit et tout. Mais j'en sais rien. Dans 10 ans, s'il faut que j'aille passer un concours pour la magistrature parce que j'avais fait ces études-là, je le ferai. Ça dépend. En fait, c'est très simple. C'est que j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et si j'en ai marre de donner des cours, si j'en ai marre du poker, j'arrêterai. Peut-être j'y retournerai 10 ans après si ça existe encore, j'en sais rien, mais peu importe. Mais j'ai la chance de pouvoir choisir, donc si j'en ai marre, je changerai, comme je l'avais fait il y a quelques années. Et si tu devais parler au Flavien de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Du coup, je joue pas de live pendant les 15 années à venir. Comme ça, tu auras beaucoup plus d'argent. Mais c'est hyper résultat-oriented. En vrai, je crois pas que je lui dirais de changer des trucs parce que tu es la personne que tu es aujourd'hui avec l'addition de tout ce que tu as vécu. Si je lui disais va pas en boîte pour flamber ton argent et faire n'importe quoi, je sais pas, j'aurais pas eu les potes que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas eu tout aurait été, c'est l'effet papillon en fait, tout aurait été changé, donc en fait, je partirais sur le fait de rien changer. J'ai eu la chance de pas avoir de malheur majeur dans ma vie qui fasse durant les 15 dernières années. J'ai pas eu une erreur de parcours majeure parce que je suis assez réfléchi sur ce que je fais. Et après, il y a plein de petites décisions, plein de petites choses que tu peux changer, mais la réalité, c'est que
encore une fois, pour moi, tu es la somme de ce que tu as vécu, donc je change pas, quoi. Ouais, c'est ce qui t'a façonné aussi. Et si tu devais conseiller un jeune joueur qui voudrait se lancer en 2025, Qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil aujourd'hui? Bah déjà que la première qualité du joueur de poker majeur, c'est d'être rigoureux et sérieux. C'est avant toute chose, c'est ça. Qu'il est plus important pour être un bon joueur de poker d'être rigoureux et sérieux que d'être un joueur talentueux et extrêmement malin. Maintenant, si tu veux aller très loin et être très haut, il faudra que tu aies les deux. Mais il faut d'abord être rigoureux, c'est la première qualité qui manque à quasiment tout le monde. Donc jamais, pas sous-estimer cette chose-là. Ensuite, on est à une époque où pour être bon au poker, t'as plus le droit d'être flemmard. À une époque, tu pouvais être talentueux, tu pouvais être malin. Maintenant, il faut être travailleur. Ouais. Donc, c'est plus la même manière de réfléchir, c'est plus la même manière plutôt de progresser. Donc, il faut pas être flemmard, il faut être organisé et il faut être travailleur. Donc, avoir également un bon entourage automatiquement. Ok. Voilà. Et si tu devais résumer en une phrase ce que t'as appris le poker sur la vie, ce serait quoi? De ne pas être résultat-orienté, c'est peut-être la meilleure leçon parce que dans la vie, on est résultat-orienté pour tellement tout. Okay. Donc, c'est bien. Enfin, c'est vraiment le plus gros league des joueurs de poker. Et c'est le fait que dans la vie, quand il t'arrive un truc, tu sois pas résultat-orienté. Des fois, genre, moi, j'ai cet état d'esprit permanent de pas être résultat-orienté, mais des fois, je le vois avec ma compagne, elle va dire un truc, je dis, mais non, mais là, c'est pas comme ça. Là, c'est pas de chance, ça, c'est ceci, cela, tu vois. Mais en fait, on me rend compte que mon cerveau, il est matrixé avec ça maintenant. Ok. Et pour boucler la boucle, quelle question que je t'ai pas posée tu aurais aimé qu'on aborde? T'as des anecdotes à raconter, des dossiers à sortir. Une anecdote à raconter. Est-ce que tu, au moment tu peux raconter au moins l'anecdote plutôt que. Plutôt que la photo. Le mec assume pas. Alors attendez, je vous la montre quand même. Alors attends, est-ce qu'on la voit? Non, je peux la mettre comme ça. C'est possible. Ça marchera pas? Si, je pense. Non, regarde, le zoom est pas bon. Je t'en sors bien. Je te l'enverrai, tu l'enverras en post-prod. Okay. Donc. T'avais une petite anecdote, je crois, je sais pas. Gervais. Ouais, Gervais. C'était marrant, c'est une photo de toi qui est en train de grind devant ton PC et qui brandit des Gervais. Et on jouait le Partouche Poker Tour. Donc des Gervais à boire. Bien sûr. Et en fait, faut savoir que, je te laisse raconter l'anecdote, mais quand j'ai commencé le poker, j'avais 18 ans, donc j'avais pas de barbe. J'étais jeune, quoi. Je venais d'arrêter mes études. Et donc, apparemment, je m'en souvenais pas du tout. Je buvais des Gervais. Ouais, on avait loué... c'était le petit pot des costauds, non? C'est pas ça, genre. Ouais, exactement. On avait loué un appart avec Nico Cardin, toi, et je sais plus qui y avait d'autres. Starbucks, peut-être. Peut-être, ouais, exactement. Ouais, et c'était pour le Partouche Poker Tour à Cannes. Et on avait fait des courses, et nous, on avait fait des courses d'adultes avec Nico, quoi. de personnes majeures, adultes. Et toi, tu avais acheté des Gervais. Et du coup, on s'était moqué de toi pendant un bon petit moment. Et toi, tu grindais avec tes petits Gervais qui étaient posés sur tes genoux devant ton PC. Mais donc, ça nous faisait bien rire à l'époque. Je suis en train de repenser. Je crois que je m'étais... Il n'y avait pas un truc Gervais 52 ouais, du coup, tu avais rename ton pseudo avec Gervais et tout. C'était devenu une running joke pendant un moment. Ouais. C'était incroyable. Ok. C'est tout? Ouais, ça va. C'est déjà assez dur comme ça. On va pas t'humilier plus sur la place publique. Merci beaucoup, Flav, pour cet échange hyper riche, inspirant. Comme toujours, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Pour ceux qui écoutent, je vous mets tous les liens de Flavien, ses réseaux sociaux dans la description. Les WSOP sont pas finis. Allez lui envoyer de la force, c'est important. Il te reste quoi là à jouer du coup là? Au moment où sortira cette vidéo, il est probable que ce soit terminé, donc que j'ai gagné le bracelet. Non, on va la sortir très très vite là. Ok. Il me reste 4 jours. Hein. Ok, on va la sortir rapide. Ok, j'ai le day 2 du Millionaire Maker dans 2 jours. Ok. Et ensuite, il reste genre 2 WSOP à jouer de buy-in un peu modéré, et ensuite je m'en vais. Je vais aller jouer le Millionaire Maker juste après ce podcast. Ouais. Et écoute, j'ai 121 500, donc à toi de voir si tu me bats. Allez, on va essayer de mettre une boulette ou deux et de qualif ça. Donc, si vous avez aimé cet échange, pensez à vous abonner à Poker Explorer, ça envoie de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis sinon, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.